Bienvenue à la pause formation laser. Je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Je suis Pascal Fontaine, ingénieur des ventes chez Laser, et je vais vous accompagner tout au long de cette présentation pour vous donner un aperçu du monde des soupapes de sûreté. Au cours de cette présentation, vous aurez la possibilité de poser des questions au travers de la fonction de chat du système WebEx auquel vous êtes connecté, et j'y répondrai à la fin de la session. Vous pouvez également m'envoyer par la suite vos questions à l'adresse email suivante formation@laser.fr. Donc aujourd'hui, le thème principal va être l'installation des soupapes et nous allons réaliser un petit peu plus tard dans la session un essai en réel pour vous parler plus en détail des pertes de charge en amont d'une soupape de sûreté. Je vais maintenant rejoindre mon collègue Marc pour démarrer cette présentation. Donc les différentes réglementations que sont l'ASME 8, l'ASME 13, l'API 520, la partie 2, l'ISO 4126, notamment la partie 9, spécifient les exigences relatives à l'installation des soupapes de sûreté. Le principal objectif de ces normes, c'est de vous garantir d'avoir une exploitation sûre de votre usine, de votre installation sous pression, notamment en garantissant un fonctionnement stable au niveau de vos soupapes de sûreté et vous garantissant que ces soupapes de sûreté évacueront bien le débit pour lequel elles ont été dimensionnées. Donc nous allons procéder par ordre. Nous allons d'abord parler de l'installation de la soupape, donc savoir à quel emplacement on doit la mettre et dans quelle position. Nous parlerons ensuite des forces et des contraintes qu'il faut prendre en compte lors de l'installation d'une soupape. Nous parlerons après de la ligne d'admission et nous nous attarderons sur la notion de perte de charge en amont d'une soupape. Nous verrons ensuite la ligne d'échappement avec les recommandations à prendre pour qu'elle ne génère pas de problèmes sur le fonctionnement de la soupape. Et enfin, nous terminerons par une présentation des vannes d'arrêt possibles que l'on peut installer en amont ou en aval d'une soupape. Donc, première question, où installer une soupape? Vous voyez ici sur l'image de gauche quelques installations de soupapes. La soupape doit être installée au plus près de l'appareil à protéger. Ça permet de minimiser les pertes de charge en amont d'une soupape. Elle doit être installée sur l'installation à un endroit où il n'y a pas de fluctuation de pression, par exemple de coup de bélier. Si possible, elle doit être à un endroit où le fluide est sans impureté. Cela permet de garantir l'étanchéité, une bonne étanchéité de la soupape. Sur votre installation, les soupapes doivent être également accessibles facilement. Cela permet de faciliter les phases de test et de maintenance. Vous pouvez installer également des points d'ancrage ou des potences lorsque vous avez des soupapes qui sont relativement grosses, grandes et ayant un poids assez important, qui demandent une manipulation avec des moyens de levage. Cela facilitera donc les opérations de maintenance et de test. Lorsque l'échappement de la soupape se fait à l'air libre, c'est majoritairement sur des soupapes qui sont installées sur de la vapeur ou sur de l'air. Il faut que les échappements soient orientés vers une zone sécurisée, un endroit où il n'y a pas de passage de personnes et un endroit également où il n'y a pas d'autres équipements de votre installation qui pourraient être perturbés par le flux de décharge de la soupape. Ainsi, vous protégez à la fois les personnes qui sont sur le site et votre environnement. La soupape doit être installée bien sûr dans un endroit approprié en fonction du type de fluide. Si vous êtes sur une phase gazeuse ou sur une phase liquide, vous n'installez pas forcément la soupape au même endroit. Lorsque vous êtes sur un système, des fluides visqueux, par exemple, comme prenons par exemple la fabrication de caramels pour les gourmands que je suis également, vous devez prévoir un système de réchauffage, à la fois
réchauffage des tuyauteries d'admission et de la tuyauterie d'échappement, mais également du corps de la soupape. Ça permet de garantir un bon fonctionnement et une bonne performance de la soupape, éviter un blocage par ce fluide visqueux des internes, par exemple, lors de l'ouverture, ou ralentir l'ouverture de la soupape. Nous pouvons également vous fournir un corps équipé d'une enveloppe de réchauffage, ou alors vous pouvez utiliser un calorifuge qui aura un traçage électrique ou un traçage à la vapeur ou avec un fluide thermique, et vous l'installez à la fois sur les tuyauteries et sur le corps de la soupape. La position de la soupape. Les différentes réglementations disent que la soupape doit être debout, position verticale, tête vers le haut. Mais des exceptions sont autorisées si vous suivez les spécifications et les recommandations du fabricant de la soupape. Ici, sur cette photo, à droite, vous voyez une soupape. Elle est installée verticalement, mais la tête vers le bas. C'est une soupape qui protège un compresseur. Cette soupape, c'est une soupape relativement grosse. C'est une soupape de 6 pouces par 8 pouces, orifice Q. Chez les Airs, nous avons testé, fait des tests en usine sur différents types de soupapes pour ainsi les faire homologuer par le TUV par rapport à une installation différente de l'installation normale. Donc vous avez ici l'ensemble des types que l'on peut installer horizontalement, et ces trois derniers types en bas permettent d'avoir une installation horizontale ou verticale, la tête nous avons 2 recommandations. La première va être d'effectuer un drainage suffisant au niveau des soupapes pour éviter toute accumulation, soit de condensat, soit de produits qui pourraient affecter le fonctionnement des pièces internes, et on demande également d'assurer un entretien régulier, une vérification régulière que ce drainage fonctionne bien. Nous allons parler maintenant des forces et contraintes. Donc les forces de réaction, les contraintes mécaniques, les vibrations dans un système peuvent entraîner une fuite au niveau de la soupape de sûreté ou des dysfonctionnements. Par exemple, sur cette photo, vous voyez une soupape installée. Lorsque la soupape s'ouvre, il y a une force de réaction qui se crée, qui va avoir tendance, lorsque la soupape va s'ouvrir, à aller en sens inverse de l'écoulement dans le système de décharge. Vous devez donc prévoir un système de supportage de la soupape pour éviter tout phénomène de balancier qui pourrait avoir une action néfaste, notamment sur la tuyauterie d'admission. Dans notre logiciel Valstar, nous pouvons calculer, et nous vous les fournissons, les forces de réaction lorsque la soupape s'ouvre. Connaissant cette force de réaction, vous pouvez ainsi dimensionner le supportage approprié pour que la soupape ne bouge pas sur l'installation. Nous voyons également ici, en vert, sous la tuyauterie d'échappement, un supportage. Donc, il faut savoir que la soupape doit être montée sans effort sur l'installation. Vous ne devez pas avoir à tirer les tuyauteries d'échappement ou d'admission pour pouvoir arrimer la soupape. Sinon, vous créerez des contraintes mécaniques, et lors de l'ouverture ou même avant, la soupape aurait peut-être, vous pouvez créer des déformations peut-être sur la soupape et générer un dysfonctionnement. Elle aurait du mal à s'ouvrir, elle aurait du mal à se refermer, ou perdrait peut-être son étanchéité. Donc ce sont des points réellement à prendre en compte sur l'installation. Pareil, si vous avez des vibrations sur l'installation ou des phénomènes thermiques, vous devez prévoir au niveau des tuyauteries d'échappement et d'admission des systèmes de dilatation, de prise en compte de ces contraintes thermiques pour que la soupape, lorsqu'elle déchargera, fonctionne correctement. Nous allons parler maintenant de la ligne d'admission. Donc cette ligne doit être installée dans des conditions optimales d'écoulement afin de minimiser les pertes de charge en amont des soupapes. Les différents codes, l'ASME, l'ISO,
l'API détermine la pression, la perte de charge maximum en amont d'une soupape ne doit pas dépasser 3 de la valeur de la pression de début d'ouverture. La section de la ligne ne doit pas être inférieure non plus à celle de l'entrée de la soupape. Les conduites doivent être autodrainantes, sans possibilité de zone de rétention de fluide. Et vous avez la possibilité sur cette conduite d'admission d'installer un disque de rupture en amont de soupape, mais il faut bien vérifier que ce disque est non fragmentant, c'est-à-dire que lorsqu'il va éclater, aucune particule du disque ne puisse se retrouver au niveau de la soupape et lorsque la soupape s'ouvre, puisse venir endommager les internes de la soupape et notamment les portées du siège et du clapet. Vous devez vous assurer également qu'il n'y a pas de restriction de section au niveau du disque de rupture, que la section de la tuyauterie d'admission reste bien la même. Nous voyons ici sur cette photo une soupape laser, donc la soupape bleue, donc installée sur une tuyauterie d'admission. Ici, vous avez un collier qui permet de maintenir en position la soupape. Ce collier est relié à cette IPN qui est ici. Cette soupape, à première vue, c'est peut-être une soupape DN400. Donc c'est une soupape qui fait plus de 700 ou 800 kg. Donc elle est relativement lourde. La soupape ne doit pas être supportée par la ligne d'admission ni par la ligne d'échappement. Elle est donc supportée par un point fixe sur l'installation. Nous allons maintenant aller dans la chatroom pour parler plus en détail des pertes de charge en amont de soupape. Dans un premier temps, nous voyons ici dans la chatroom, donc notre équipe, c'est un équipement sous pression, une ligne d'admission. Cette ligne est correctement arrimée. Le design de cette ligne fait que l'écoulement est tout à fait normal et optimum dans l'installation. La section de cette tuyauterie d'admission n'est pas inférieure à la section de la soupape, de l'entrée de la soupape. Donc nous sommes dans des parfaites conditions d'installation. Dans la chatroom, nous avons également un réservoir sous pression. Ce réservoir sous pression est protégé par une soupape qui est positionnée tout en haut du réservoir. Mon collègue va zoomer avec la caméra pour vous la montrer. C'est la position la plus optimum pour protéger un équipement sous pression. La soupape est installée directement sur l'équipement sous pression. Les pertes de charge sont minimales. Donc les différents codes nous donnent la perte de charge maximale à ne pas dépasser en amont d'une soupape et la fixe à 3 de la pression de début d'ouverture. Admettons maintenant que ce réservoir sous pression, derrière moi, ne soit plus protégé par la soupape qui est tout en haut, mais protégé par une soupape qui est à un autre endroit sur l'installation. Nous avons ici une tuyauterie qui part de l'équipement sous pression. Cette tuyauterie est en DN 80. Elle est relativement longue, elle fait la longueur de la salle. À un moment, nous avons une réduction, on passe du DN 80 au DN 65. On continue ici pour arriver dans le coin de la salle. Ici, on retrouve différents coudes. La tuyauterie continue derrière moi pour arriver à cette soupape. Cette soupape est maintenant la soupape qui protège le réservoir sous pression qui est là-bas. La pression qui est dans le réservoir là-bas à protéger est supérieure à la pression qui est au niveau de la soupape en raison du design de la ligne d'admission. Cette différence de pression, c'est ce que l'on nomme perte de charge en amont. C'est une perte de charge donc en amont de la soupape. Nous allons maintenant réaliser un test de déclenchement sur cette soupape. La perte de charge en amont est fixée à 15%, donc bien au-dessus des 3% autorisés que limitent les codes tels que l'ASME, l'ISO et l'API. Et nous allons voir ce qu'il se passe au niveau de la tige. Mon collègue va faire un focus avec la caméra sur la tige de la soupape. Je mets mes protections auditives et nous allons démarrer l'essai.
Donc nous allons voir, vous avez vu ce qui s'était passé. Donc il y a eu 2 choses. La première, vous avez dû voir passer mon collègue qui est venu avec son doigt redonner une impulsion sur la tige. Parce qu'il est souvent difficile de générer ce battement au niveau de la soupape et nous voulions vous le montrer pour pouvoir vous expliquer mieux les pertes de charge. Donc la soupape s'est mise à battre. Au niveau du battement, il y a 2 phases. Il y a une phase que l'on appelle en anglais fluttering, donc c'est le clapet qui va avoir des mouvements verticaux, donc du haut vers le bas, mais très rapide, mais qui ne touche pas le siège. C'est un battement. Et le deuxième type de battement, c'est le chattering. Donc là, la soupape, le clapet va se lever et venir retaper sur le siège très rapidement. Imaginez, dans cette salle, le fait de ce battement a généré un certain nombre de vibrations et je le ressentais sur le sol de la salle. Imaginez que l'on soit dans une autre configuration. Là, on n'était qu'avec une soupape DN25, un petit débit à évacuer. Imaginez que nous soyons avec une soupape de DN200, un débit à évacuer beaucoup plus important et une pression plus importante sur un réseau vapeur. Honnêtement, je ne pourrais pas rester près de cette installation. Donc le phénomène de battement que l'on a vu ici donc, est dû à la perte de charge que l'on a en amont de la soupape. Donc il va créer plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que le fait de s'ouvrir et de se refermer rapidement, le phénomène de surpression, donc dans le réservoir, n'est pas éliminé. La soupape ne reste pas ouverte suffisamment pour pouvoir évacuer le débit pour lequel elle a été dimensionnée. La pression continue à monter dans l'installation, dépasse les 10% de surpression autorisée pour pouvoir faire son office, que la soupape fasse son office d'organe de sécurité. Votre installation n'est pas en sécurité. Deuxième problème, en battant fortement, le clapet et le siège, les portées du clapet et du siège peuvent être endommagées. Et lorsque la soupape se refermera, vous risquez d'avoir une fuite à cet endroit-là. Si elle se referme, on peut avoir d'autres soucis. Donc, maintenant, nous allons voir quelles sont les solutions. Première solution, agir sur la ligne d'admission de la soupape. Donc, réduire cette ligne d'admission, supprimer les différents coudes qui, eux, créent des pertes de charge, donc rapprocher la soupape au plus proche de l'appareil à, à protéger. Vous pouvez également, vous avez la possibilité peut-être d'augmenter également le diamètre de cette ligne d'admission. Vous refaites votre calcul de perte de charge et si vous êtes en dessous des 3%, vous pouvez valider l'installation. Si vous ne pouvez pas faire cette modification de design d'installation, l'autre possibilité, c'est d'agir directement sur la soupape. Donc, on peut agir sur la soupape en réduisant son débit, par exemple. Peut-être mettre un autre type de soupape, une soupape plus petite. Il faut bien que la soupape réponde aux conditions de service donc, et d'évacuation du débit de l'installation. Si vous ne pouvez pas changer de soupape, en mettre un autre type ou mettre une soupape plus petite, vous avez la possibilité aussi de réduire la levée de la soupape en venant ajouter une bague de limitation de levée entre le clapet et le guide. Cette bague est enfilée sur la tige. Si vous avez la possibilité de faire cette installation-là, vous recalculez vos pertes de charge et vérifiez si elles sont inférieures ou non à 3%. Nous avons une autre option que l'on peut mettre également sur les soupapes, ça s'appelle un O-ring damper. C'est un système qui va venir ralentir la tige et éviter, permettre d'éliminer ce phénomène de battement. Il faudra tout de même que vous vérifiez les pertes de charge dans votre installation. Il y a donc 3 exceptions décrites notamment dans l'API 520-2 qui autorisent l'utilisation d'une soupape avec plus de 3% de perte de charge en amont de cette soupape. La première exception, c'est la soupape pilotée. Donc, si vous voulez revoir le webinaire que nous avons réalisé sur le fonctionnement de la soupape pilotée, il est disponible sur notre site internet. Je vous donnerai les informations tout à l'heure.
dans le chat et dans l'email que je vous renverrai à la suite pour vous dire où retrouver ce webinaire. Donc la soupape pilotée, la prise de pression donc, au niveau du pilote se fait généralement sur le corps. Ici, nous allons boucher le corps et la prise de pression, nous allons la faire directement sur le réservoir à protéger. Nous avons une ligne relativement fine donc, entre le réservoir et l'entrée du pilote. Il n'y a pas de perte de charge supérieure à 3%. La pression dans le réservoir est vue réellement par le pilote. Lorsque la pression monte dans l'installation, le pilote, voyant la pression du réservoir, va s'ouvrir. En s'ouvrant, il va vidanger le dôme et la soupape principale va s'ouvrir en grand et évacuer le phénomène de surpression. La deuxième exception euh, donnée par le code API 520-2, c'est le cas d'expansion thermique. Nous avons expliqué lors d'un précédent webinaire également, qui s'appelle la protection de vos installations sous pression contre les surpressions. Nous avons présenté les différents cas d'accidents qui peuvent arriver et générer une surpression dans une installation. L'expansion thermique fait partie de ce cas d'accident. Et donc, dans le cas où sur votre installation, vous n'avez que ce cas d'accident qui peut arriver, vous avez le droit de mettre une soupape avec une perte de charge en amont de la soupape supérieure à 3%. La troisième exception décrite dans le code API 520-2, c'est l'analyse de risque, donc une étude d'ingénierie que vous faites sur l'ensemble de votre installation et qui va prouver que l'utilisation d'une soupape avec une perte de charge en amont supérieure à 3% peut fonctionner et ne génère pas de problème sur votre installation et maintient votre installation en sécurité. Je vais maintenant rejoindre mon collègue Marc pour poursuivre la présentation. Donc, pour rappel, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les différents codes et standards, donc l'ISO 4126, l'API 520, l'ASME, fixent la valeur maximum de perte de charge en amont d'une soupape à 3% de la valeur de la pression de début d'ouverture de la soupape. Lorsque vous avez des problèmes de battement au niveau d'une soupape, donc liés à ces phénomènes de perte de charge, vous avez la possibilité soit d'un côté de réduire la vitesse d'écoulement, donc en réduisant le débit, potentiellement le débit classique de la soupape, ou réduire la résistance de l'écoulement. Euh, En regardant la formule de calcul ici, la réduction de la vitesse d'écoulement semble plus efficace. Si vous voulez réduire le débit de la soupape, il y a deux possibilités en fonction des types de soupapes. Ajouter une bague ici qui va limiter la levée de la soupape, ou alors ajouter une vis sur le capuchon de la soupape et vous allez limiter la levée. Lorsque la soupape va s'ouvrir, la tige va venir en buter sur cette vis. Il y a trois exceptions donc, qui sont décrites dans l'API 520-2 qui autorisent la mise en place d'une soupape avec une perte de charge en amont supérieure à 3% de la pression de début d'ouverture. Ces exceptions, vous retrouvez ici les chapitres correspondant à ces différentes exceptions. La première exception, donc, c'est le cas d'expansion thermique. Donc, vous pouvez installer une soupape avec plus de 3% de perte de charge uniquement si c'est le seul cas d'accident qui peut arriver sur votre installation. On demande en général à ce que le débit certifié de la soupape installée soit au moins 10 fois supérieur à la capacité requise par le process pour le débit requis par le process. Vous pouvez installer également une soupape pilotée avec une prise de pression à distance. Ici, nous voyons la prise de pression à distance. Donc, on part du réservoir. Vous avez une ligne, un tubing qui vient se connecter au pilote. Et le pilote voit donc la pression exacte dans le réservoir à protéger.
La troisième exception, donc, c'est l'étude de risque, l'analyse de risque, l'étude ingénierie complète de votre process qui vous amènera à valider le fait que la soupape installée sur une ligne avec plus de 3% de perte de charge en amont de la soupape permet bien de faire fonctionner votre installation en toute sécurité. Nous allons parler maintenant de la ligne d'échappement. Donc c'est la ligne, la tuyauterie qui est en sortie de la soupape. Donc cette ligne d'échappement doit être installée de manière à favoriser l'écoulement. Pour rappel, l'ensemble de nos soupapes ont des corps autodrainants, c'est-à-dire que lorsque la soupape s'ouvre, le fluide ne restera pas dans le corps, il va partir directement vers la sortie de la soupape et donc se retrouver dans le, dans la dans le tuyau de décharge de la soupape. Donc il est important aussi que vos tuyauteries soient installées correctement pour qu'il n'y ait pas de retour de fluide, notamment quand on est sur des liquides ou des condensats dans le corps de la soupape. La section de la ligne d'échappement de la soupape ne doit pas être inférieure à celle de la sortie de la soupape. Les conduites doivent être installées de façon à absorber les efforts et les vibrations qui vont être générés, notamment lors de l'ouverture de la soupape ou en raison de la dilatation thermique. Enfin, il vous faut calculer la contrepression, engendrée en sortie de soupape. Donc c'est la contrepression qui va exister dans la soupape, dans la tuyauterie d'échappement lorsque la soupape s'ouvre, afin de voir qu'elle ne dépasse pas les limites autorisées par la soupape. Rappelez-vous, il y a un webinar, dédié aux contrepressions que vous pourrez revoir sur notre site internet aussi dans quelques temps, qui présente les effets de la contrepression. Pour terminer, donc nous allons voir les vannes d'arrêt que l'on peut retrouver en amont et en aval d'une soupape. Elles sont autorisées uniquement à des fins d'essai ou de maintenance. Elles doivent avoir une section de passage totale, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de restriction par rapport à la taille de la ligne sur laquelle elles sont installées. Elles doivent être totalement ouvertes lorsque la soupape est en fonctionnement, que le process est en fonctionnement et que la soupape protège ce process. Vous devez vous assurer qu'elle soit sécurisée, donc en position ouverte, mais bloquée. C'est-à-dire que personne ne puisse venir facilement fermer cette vanne pour isoler la soupape du process et ainsi ne plus protéger le process. Lorsque la zone a été isolée, par exemple, vous voulez faire la maintenance sur une soupape, vous isolez donc en fermant la vanne d'arrêt. Il reste encore de la pression et du fluide entre la vanne et la soupape. Avant de démonter la vanne, vous devez avoir un système qui vous permet de purger cette partie de tuyauterie pour pouvoir démonter la soupape en toute sécurité. Vous devez aussi mettre en place une procédure donc correcte d'ouverture et de fermeture de ces vannes. Par exemple, lors d'un redémarrage d'unité, lorsque vous voulez remettre en service une soupape, vous allez, dans un premier temps, ouvrir la vanne qui est en sortie de la soupape et ensuite ouvrir la vanne qui est sous la soupape, en amont de la soupape. Dans le cas de protection redondante, c'est-à-dire que sur l'installation, vous avez 2 soupapes. Une soupape qui va être en fonctionnement avec une vanne en dessous qui est ouverte et vous avez, une tuyauterie avec une autre soupape à côté et avec une vanne qui est fermée. Vous devez vous assurer donc ça permet, lorsque vous avez un problème sur la soupape qui est en fonctionnement, de pouvoir mettre la deuxième en service. Donc devez vous assurer que chaque soupape puisse évacuer la capacité totale du débit requis. Vous devez avoir un système donc d'interlock qui évite que les 2 vannes soient fermées en même temps, donc et avoir une procédure qui vous dit: «Bah, j'ouvre d'abord la vanne de la soupape qui est isolée, qui va me permettre, si j'ai un système d'interlock, de récupérer une clé pour mettre sur la deuxième vanne, pour pouvoir fermer et isoler la deuxième soupape». Votre process reste en sécurité car vous avez toujours une vanne installée. Nous avons également dans la gamme laser des robinets de jumelage qui vous permet d'avoir
2 soupapes sur l'installation, un seul piquage sur la ligne d'admission, une voie, le robinet de jumelage, c'est un robinet 3 voies, donc qui permet de basculer d'une voie à l'autre lorsque vous voulez faire de la maintenance sur les différentes soupapes présentant des problèmes. Nous arrivons maintenant au terme de notre présentation. Donc nous avons vu aujourd'hui les différentes recommandations et exigences des codes concernant l'installation d'une soupape. Nous avons parlé de la notion de perte de charge en amont d'une soupape, donc, qui est fixée dans les codes à un maximum de 3 de la valeur de la pression de début d'ouverture. Nous avons parlé également des exceptions qui étaient possibles pour pouvoir avoir une perte de charge plus importante et une soupape installée tout de même sur l'installation. Je vous remercie pour votre attention. Demain, nous traiterons de l'étanchéité des soupapes. J'aurai l'occasion de faire des démonstrations sur un banc d'essai. Je vous dis à demain, je vous dis au revoir. Et maintenant, je vais rejoindre mon collègue pour aller répondre aux questions éventuellement posées sur le chat.